Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes confortable à l'idée de volontairement vous laisser parler un peu dans le franc des yeux par moi ainsi que mes invités. Deuxième saison du podcast Dans le franc des yeux a eu lieu entre septembre 2023 et mars 2024 qui s'intitulait Le Québec en quarantaine, où est-ce qu'avec trois invités, on a fait une révision historique de l'histoire de la naissance du Québec et du Canada par la loupe de l'Empire britannique en parallèle avec la prise de pouvoir, de puissance de l'Empire américain. Grosse série, tout le monde. Ça a été fascinant et merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de faire des commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour exprimer ma gratitude à tous ceux qui sont là en vidéo ou en audio, bien sûr. Alors, très heureux aujourd'hui parce que cette série de 11 épisodes a eu un extra 3 épisodes avec des invités différents, dont Marco Vingendaire et Ève-Marie Roy. Et ça a créé une petite controverse avec mes invités de la série, donc Pascal Chevrier, Rénald Rouleau et Matt Ehret, dans le sens que les visions clashaient, ne fonctionnaient pas ensemble selon ce que j'avais présenté avec principalement Ève-Marie Roy, voilà, dans l'épisode 14, versus ce qu'eux voulaient apporter et la réticence qu'ils ont à aborder les sujets de l'ésotérisme, du mysticisme, de tout ce qui est la connaissance ou le partage d'interprétations gnostiques de la religion chrétienne, entre autres, et choses comme ça. Fait que ça l'a brassé un petit peu, je dis brassé, mais évidemment, tout est relatif, là, mais c'était la première fois que ça m'arrivait. Fait que là, je me suis dit, ce serait le fun d'aborder ce sujet-là avec un autre épisode. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur parce que Matthew Ehret du Canadian Patriot Review est revenu nous voir pour s'exprimer un peu, puis parler un peu de pourquoi lui était vraiment pas d'accord avec le fait que je présente les propos de quelqu'un comme Ève-Marie Roy dans le même thème général, si on veut, de ma série Le Québec en quarantaine. Donc, je suis super content de vous apporter cet épisode-là aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. On va s'en reparler un peu après parce que je ne veux pas vous donner d'attente. Ça a donné quelque chose d'intéressant auquel je ne m'attendais pas. Donc, ça a été une surprise pour moi. Le ton, si on veut, et la tournure qu'a pris cet épisode. Mais voilà, fait que je vous laisserai juger sans divulgacheur pour être bon québécois. Donc, je voulais aussi mentionner quelque chose d'autre. C'était quoi? Oui, c'est ça. Si vous ne connaissiez pas la série Le Québec en quarantaine, vous tombez sur ça, franc-maçon, que c'est ça, Gab Masson, je ne le connais pas, c'est pas grave, mais si vous vous intéressez à l'histoire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont partagé de façon aussi détaillée les propos rapportés dans la série Le Québec en quarantaine en français ici. Donc, je vous invite à aller voir sur le podcast audio ou les plateformes vidéo sur lesquelles vous êtes présentement. Retournez genre septembre. Et puis, l'épisode 0, c'est la présentation des invités, donc mes trois invités. Puis ensuite de ça, on remonte, on fait un survol analytique pour l'épisode 1. Donc, la thèse principale présentée avec les deux systèmes de gestion, système ouvert, système fermé, en lien avec l'aspect de la méthode scientifique autour de ça, et la notion des empires et où est-ce qu'on se trouve un petit peu aujourd'hui là, en lien avec notre histoire de nation québécoise. Donc, retournez là, et puis à la suite de ça, on va retourner dans le temps à la naissance des États-Unis. On remonte jusqu'à la fin, et il y a les 3 épisodes d'extra, donc avec Marco Vingendaire sur la naissance du Canada et du peuple métissé des premiers Canadiens d'origine, si on veut. L'épisode 12-13 et l'épisode 14 avec Ève-Marie Roy. C'est pour ça que cet épisode-ci, c'est l'épisode saison 2, 15 entre parenthèses, mais c'est l'épisode 35 si on continue à faire des épisodes par la suite. Voilà. Alors, beaucoup de détails, finalement, juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Alors, c'est parti tout le monde, sans plus attendre, on ressaute à pieds joints dans la série Le Québec en quarantaine avec l'épisode 15 officiel en compagnie du convaincu et convaincant Matthew Ehret qui va nous parler du piège ésotérique. Bon show, on s'en parle après.
Alors, ça y est tout le monde, on est de retour finalement après plus de 2 ans à avoir enregistré la série que je vous ai présentée entre septembre 2023 et mars 2024. Série de podcasts dans la deuxième saison de mon balado dans le franc des yeux qui s'intitulait Le Québec en quarantaine, où est-ce qu'on a utilisé le point de vue de mes 3 invités de la série durant 12 épisodes, si on veut, incluant la présentation des invités. Focusé sur une espèce de révision historique de l'histoire du Québec et du Canada perçue par l'Empire britannique et la Fondation des États-Unis. Grosse série. Alors, s'il y a des gens qui ont suivi ça, j'ai quasiment envie de vous dire merci pour ton service parce que suivre une série comme ça avec autant de données condensées et tout, c'est assez intense. Mais pour ceux qui ont aimé le show et qui sont venus commenter, je vais vous dire un gros merci. J'ai eu du bon feedback, super positif et tout ça. C'était excellent. Maintenant, à la fin de la série, il s'est passé un petit quelque chose. J'ai rajouté des épisodes extra de mon côté et là, je vous mets en contexte tout le monde pour que vous puissiez saisir l'importance pour moi de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai ajouté 3 épisodes dans la petite session extra de la série Le Québec en quarantaine. Les 2 premiers étaient avec Marco Vingendaire sur donc la période de temps précédant le début de la série, donc avant la création des États-Unis au 16e, 17e siècle. Avec Marco, on parlait donc dans le fond du métissage du Canada, de l'importance du territoire du Québec et de la colonisation, donc du partenariat, si on veut, ou l'alliance franco-autochtone. Et on a remonté ça jusqu'à la guerre, dans le fond, des plaines d'Abraham. Et il y a eu une belle révélation de Marco à cette fin-là, ici. Et l'épisode suivant, qui était le dernier épisode officiel de la série, dans le fond, était avec Ève-Marie Roy, que vous avez peut-être vu. Et on a parlé, là, dans un autre plan totalement, d'ésotérisme, de christianisme à saveur gnostique, si on veut, et de ce qu'on pourrait appeler une espèce de, dans sa vision à elle, un legs spirituel occulté d'ésotérisme, de lignée de sang sacré, dans une réinterprétation, même biblique à la limite, là, apportant tout un espèce de point féminin, donc l'aspect de la nouvelle lecture de Marie-Magdeleine et tout ça. Et moi, j'avais centré ça autour de la notion que j'appelle un peu science vibratoire pour parler de l'importance des vibrations et de comment est-ce que le territoire du Québec, comme partout ailleurs, a des espaces sacrés aussi et dans quelle notion notre peuple, notre réelle histoire peut s'ancrer dans cette histoire-là. Mais à ma grande surprise, le soir même de cet épisode, j'ai reçu des messages de mes invités, donc de Rénald Rouleau, de Pascal Chevrier et de Matthew Herrett, comme de quoi que ça clashait en fait avec le message que eux voulaient transmettre dans la série Le Québec en quarantaine. Et là, le cœur m'a tordu, tout le monde, je vous le dirai. Et là, je me suis dit, ben là, il faudrait absolument qu'on adresse ça avec un épisode supplémentaire. Ce qui était mon intention à la base. De toute façon, j'aurais voulu faire d'autres épisodes avec mes invités, mais l'occasion n'était pas là. Alors, on a attendu quelques semaines et finalement, nous y sommes aujourd'hui. Alors, après cette mise en contexte, j'ai le grand bonheur de vous présenter Matt Herrett à nouveau. Mathieu Herrett, bonjour mon cher. Est-ce que tu es prêt à se reparler dans le franc des yeux après 2 ans, mon cher? 2 ans, hein? Ça passe vite. Oui, non, certainement. Non, je suis content de vous rejoindre après si longtemps. Le monde a changé beaucoup durant ces 2 ans. Je pense qu'on était toujours dans le lockdown durant ce temps-là, quand on a parlé sur les épisodes 1 à 10 ou 1 à 11. Mais on est toujours dans une crise globale, existentielle. Ça n'a pas changé. Les choses y changent et il reste la même chose. Exact, ça l'a pas changé. Puis moi, je suis vraiment content en fait de pouvoir parler avec toi un petit peu comme je te disais avant de commencer parce que un des angles principaux que j'apporte, parce que là j'ai fait la série Le Québec en quarantaine, mais mon focus personnel, ma passion que j'aime, rechercher pour le fun, c'est un aspect scientifique par rapport à la physique, la métaphysique et la méthode scientifique en général. Donc, moi, j'ai découvert au fil des 5 à 10 dernières années que je ne suis pas fait nécessairement comme tout le monde. Moi, quand il y a des affaires qui ne marchent pas et qu'il y a des conflits et tout ça, ça m'excite. Donc là, je suis content parce que je suis comme, il faut aller plus loin. Il faut trouver la place où est-ce qu'on est d'accord, où est-ce qu'on n'est pas d'accord pour essayer d'avancer, puis de trouver un nouveau consensus ou, à tout le moins, de dire, we agree to disagree, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, puis on peut arrêter de se parler tout de suite. Fait que là, vraiment, on a eu une espèce de conflit, entre guillemets, là, si on veut, par rapport à la notion de l'ésotérisme et tout ça que j'ai apporté avec Ève-Marie Roy
versus ce que vous vouliez apporter, et toi principalement dans la série. Fait qu'on va en parler aujourd'hui. Fait que moi, je suis super content de pouvoir faire ça. Et je veux aussi que les gens voient ce que moi j'apporte, ce que j'essaie d'apporter comme valeur avec mon show franc-maçon. C'est l'idée de toujours pouvoir avoir des désaccords respectueux s'il y en a et de rester ouvert à tous les points de vue. Et pour moi, ça représente aussi l'idée du système ouvert qu'on a mis ensemble sur pattes, donc dans les systèmes de politique de contrôle et tout ça. L'idée de rester ouvert aussi à tes opinions internes et tout ça et de toujours laisser place à des nouveaux streams, des nouveaux jets d'informations pour modifier un peu ce à quoi tu penses et tout ça. Donc, je voulais te partager que je suis très heureux de pouvoir faire ça avec toi aujourd'hui, Matt. Mais juste avant, écoute, commençons avec un peu juste ton impression du jour. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. J'essaie de suivre tes textes un petit peu, de voir une entrevue à gauche, à droite. Tu fais énormément de contenu. Je regardais juste rapidement. Là, tu sais, là, on est le 28 mars 2024 au moment d'enregistrer ça ici. On vient de vivre dans les derniers 10 jours énormément de trucs. En gros, tu sais, il y a l'attentat en Russie qui a été revendiqué par l'État islamique. Il y a même pas 48 heures, il y a eu le bateau cargo qui est rentré dans une espèce de méga pont à Baltimore. Je crois le pont s'est effondré et c'est un genre de centre stratégique, je pense, de distribution aux États-Unis. Et ensuite de ça, il y a eu... qu'est-ce qu'il y avait également? C'est ça que j'ai vu tantôt. Bon, je l'ai perdu. Il y avait d'autres choses qui s'est passées dans le dernier 24 heures, je pense que j'ai complètement oublié. Mais bref, ça brasse beaucoup. Fait que je me demandais, dans ta loupe à toi d'analyste, Matt, qu'est-ce qui t'a marqué présentement le plus? Sur quoi t'as porté attention? Et est-ce que tu es capable présentement de prendre un recul et d'avoir une espèce de global picture? Est-ce que tu es capable finalement de voir un peu de négantropie? Parce que c'est là-dessus qu'on s'était laissé à la fin de notre dernier épisode. Et présentement, si moi je regarde juste les événements chaotiques qui se passent, j'ai l'impression de ne voir que de l'entropie qui s'accélère et du chaos. Donc toi, est-ce que tu es capable de prendre un pas de recul présentement et qu'est-ce que tu vois de ton bord? Ouais, c'est une bonne question assez ouverte. Hein. Je dirais que, à mon point de vue, il y a des signes d'anti-entropie, mais certainement, d'un point de vue mécaniste, il y a beaucoup d'entropie. Une tendance pour voir la chaos, une accélération de la chaos, réduction de potentiel pour le bon, spécialement dans la transatlantique, mais aussi dans le Moyen-Orient. Aussi, on a vu dans les dernières semaines un agrandissement de l'OTAN avec la Suède qui est devenue membre avec la Finlande. Et maintenant, avec ça, il y a un agrandissement des systèmes missiles antibalistiques et des engagements de l'OTAN autour de la frontière de la Russie. Il y a aussi une accélération assez destructrice dans la Pacifique, autour de la frontière est de la Russie et aussi la Chine. Ça, c'est deux nations qui ont une alliance très proche avec l'Iran, avec la Corée du Nord, avec, je dirais même la plupart des nations aux planètes, en termes d'Asie, Afrique, l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de nations maintenant qui voient qu'il y a vraiment une dernière chance pour avoir une future. D'abord, il y a une décision qu'on a vue avec l'Arabie Saoudite, la UAE, Éthiopie, Égypte, Iran, qui ont devenu tous les membres de les BRICS plus, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais qui est devenu maintenant un mouvement avec 10 membres, même Yémen, et la Chine a dit que Yémen peut devenir membre bientôt aussi avec plusieurs d'autres nations en Afrique et l'Amérique du Sud. So, ça me donne un peu d'espoir quand je vois que la paradigme qui est active dans ces régions hors de notre cage de l'OTAN, de les 5 yeux pas d'yeux, mais 5 yeux de l'Angleterre et la CIA. Hors de notre cage, tu as une principe active à l'instant pour créer de l'abondance, pour gérer, pour contrôler les financeurs privés et qui utilisent des systèmes des banques nationales pour
créer des crédits productifs pour des grands projets qui améliorent la qualité de vie, qui fait des choses que nous autres, on faisait. Ça fait déjà plusieurs décennies avant que toi et moi, on est nés. Il y avait une pratique dans l'Occident de forcer une certaine loi morale comme une loi qui définit le comportement de l'argent, le comportement des investissements. Ça, c'est ce qu'on a fait quand on a créé un système des barrages hydroélectriques, une culture des ingénieurs qui avait un sens que l'humanité est toujours capable de sauter hors de nos limites de croissance, des limites de Malthus, you know? Et ça, c'était l'esprit de John F. Kennedy, c'était l'esprit de... on a vu ça avec Daniel Johnson, le père, que je sais qu'il y avait un épisode avec René Rouleau sur ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, spécialement durant les dernières 70 ans. On a vraiment perdu une connexion avec cet esprit-là. Sur le fait que je le vois actif, vivant, ça me donne espoir, mais il y a aussi assez de corruption et folie qui domine les technocrates, les technocraties de Davos, de Ottawa, Washington. C'est dangereux. Et il y a une certaine idéologie de hégémonie qui a une certaine sens que la nouvelle ordre mondiale, c'est supposé d'être quelque chose que tout le monde adapte à les demandes de cette nouvelle ordre mondiale qui a été mise en place même, on peut dire, avec les théosophes de Mme Blavatsky et Annie Besant qui voulaient créer une nouvelle religion globale avec la restauration de les systèmes païens. Ça, c'était l'initiative de Blavatsky et Mme Annie Besant qui a formulé une organisation nommée les Théosophies. C'était une organisation qui a interfacé vraiment proche avec Albert Pike, qui est aussi dans la branche nord de la Southern Right, le franc-maçonnerie de la Sud Right. Le rite, on peut dire rite, ouais. Rite, yeah. Il y avait une branche nord et une branche sud. La branche sud dans les États-Unis a été créée par Giuseppe Mazzini, puis Albert Pike, qui a été une chef de la branche sud. La branche nord a été gérée par les transcendantalistes autour de Ralph Waldo Emerson. Puis il y avait quelqu'un qui est Colonel Olcott, qui a travaillé avec Madame Blavatsky, une princesse russe, qui a été une mystique, une suivante de les pensées de Sir Edward Bulwer-Lytton, le gars qui a créé le Société Vril, c'est le Vrillia, qui est devenu une branche de la Société Tulle de les nazis, plusieurs années dans le futur après ça. Et aussi la rosicrucianisme. So, Bulwer-Lytton était une chef de la Collège invisible de la Société royale qui avait un mouvement occultiste nommé des Rosicruciens, the Knights of the Rosy Cross. Ouais, chevalier. Des pensées hermétiques de chrétiens Rosenkreutz. Peut-être. Ouais, on peut dire la rose croix ou les rosicruciens en français. Yeah. So avec Sir Edward Bulwer-Lytton, c'est comme vraiment une grande chef créatrice de l'Empire britannique, qui était le chef des colonies, le ministre de toutes les colonies internationales. Dans le 19e siècle, il a contrôlé les famines, en Inde, plusieurs famines. Il a initié, basé sur des lois et les théories de Malthus, pour contrôler la population pendant ce temps-là. Mais il a aussi fondé une ordre qui était la ordre hermétique des the Golden Dawn, the Knights of the Hermetic Order of the Golden Dawn. Il a fondé ça dans la même période que son étudiante Blavatsky et Olcott ont fondé les théosophistes. Et les théosophistes ont aussi créé une fondation cosmologique qui a inspiré les mouvements
fasciste païen des nazis dans les Thule Society, qui était comme la chœur gnostique autour de il y avait dans les SS des nazis, tu avais sous Himmler et Göring, quelque chose qui a été nommé les Nouveaux Templaires, le ordre des Nouveaux Templaires, comme une branche des initiés dans le Thule. Et le société vrille pour pratiquer la clairvoyance basée sur une croyance de la religion des saints purs, qui était vraiment important pour beaucoup des nazis des plus hauts échelons. Himmler a même créé une château nommé the castle Wewelsburg, le château Wewelsburg. Ça, c'est où il a mis le... Yeah, the Black Sun. Le soleil noir. Le soleil noir, ouais. C'est là qu'ils faisaient des rituels pour initier les nazis, je pense, dans une espèce de donjon, là, quelque chose comme ça. Là. Oui, des sacrifices des innocentes et tout ça. Ma femme, Cynthia, elle a écrit un livre. Ça, c'est le symbole de the Black Sun of the Occult. C'est the Empire in which the Black Sun never set. C'est vraiment bon. C'est toute l'histoire de ça se trouve là-dedans. So, la connexion avec les théosophies, c'est qu'une des étudiantes aussi de Madame Blavatsky et Besant, qui ont... Besant est devenue une membre de les Fabians, la société Fabienne, que nous autres, on a parlé plusieurs fois durant nos épisodes, qui a pris contrôle du Canada, qui a créé comme la société Fabienne de Canada, qui est devenue le NDP, qui a pris contrôle de la Parti libéral, spécialement qui ont géré Pierre-Éliott Trudeau. Il y a généralement une interface avec de la secte Mitra de l'Empire britannique. La secte Mitra moderne, c'est devenu les the Knights of the Round Table, le table rond de Monsieur Lord Alfred Milner puis Cecil Rhodes. Ils ont créé une fondation qui est une culte de la impériale basée sur le modèle de Mithra, la culte des légionnaires de l'Empire romain, qui a formé... C'est comme une culte homosexuelle basée sur une logique de les orgies sacrées qui a unifié les soldats des élites. Comme en anglais, on a the Praetorian Guard. On est tous des membres de Mithra. Plusieurs empereurs ont été des membres de Mithra. Tiberius aussi a été un membre de cette culte de Mithra et aussi le membre de la culte de Cybèle sur la île de Capri. So, il y avait plusieurs formes que ça a pris après que c'était banni en le 4e siècle, le commencement de la 5e siècle. So, ça a transformé sa forme, sa costume, mais c'est toujours la même culte. On l'a vu ça durant la création des bénédictines, l'ordre bénédictine de Saint-Bénédicte, qui a fait ses rituels dans des cavernes, juste comme le culte de Mithra, tout se passe dans les cavernes, avec une leçon exotérique pour les gens qui sont pas initiés et des rituels ésotériques pour les gens qui sont initiés. D'abord, la plupart des gens ne savaient pas vraiment 100% de c'était quoi la nature de la structure de cette culte qui se trouve dedans. Bernard de Clairvaux a été une bénédictine radicale qui a créé ou géré l'ordre des Cistériennes. Il a mis deux papes en pouvoir, mais c'est lui aussi qui a créé l'ordre de Templars, the Knights Templar, en le commencement de la 11e siècle. Non, 12e siècle. Et en même temps que ça s'était créé, il y avait une autre ordre co-créé, comme la main droite, la main gauche. Ça c'est comment ça fonctionne. T'as toujours deux ordres créés pour attracter la pouvoir, la force masculine, qui est généralement aussi une force homo-masculine, et la force féminine, qui se travaillent ensemble. Soit la culte de Cybèle et Attis, qui représente la force féminine, avec les priestesses, qui représentent les chefs de la culte de Cybèle,
ou le Demeter, c'est un autre nom pour Cybèle, ou Isis, c'est un autre nom pour Demeter et un autre nom pour Cybèle, qui se trouvent toujours dans les temples qui sont créés, toujours connectés avec les temples de Mithra, toujours ensemble. Quand on fait des excavations, soit en Rome, dans le Moyen-Orient, à Jérusalem, on trouve toujours une connexion avec les deux. Il y a une certaine raison, parce que les cultes de Mithra, c'est pour la force masculine, right? De pénétration, de subdue, the earth. So, on a vu ça aussi avec les Templars, puis les Knights hospitalières, qui ont été créés vraiment à le même temps pour gérer les Crusades, pour créer une infrastructure, pour transformer le caractère de la christianisme dans le Moyen-Orient vers les guerres perpétuelles contre les heathens, right? Pour prendre contrôle de la sol holy de Jérusalem. C'est pourquoi il y avait pour 200 ans la kingdom, la royaume de Jérusalem sous le contrôle des Templars. Et aussi les Knights hospitaliers. Mais à un certain point, comme Albert Pike, il dit dans son Morals and Dogma, il décrit ça dans beaucoup de détails, il donne l'histoire, comment les Templars, il avaient contrôle de tous les banques, mais il était supposé de suivre des ordres, comme une ordre sous la contrôle de la nouveau empereur dans la papacée. Et ça, c'était qu'est-ce que Bernard de Clairvaux a organisé. Il voulait une culte religieux mercenaire, des mercenaires chrétiens qui pouvaient tuer des autres des non-chrétiens pour les effets géopolitiques, effectivement, mais qui sera toujours obédients à un pouvoir plus élevé qu'eux autres. Mais quand ils comptent, un aspect de leur responsabilité, c'était aussi de prendre contrôle des banques. Et ils commençaient à avoir des idées un peu plus destabilizing. Ils voulaient devenir comme les alphas au lieu de suivre des ordres. Puis à un certain point, la pape et une roi de France fallait dire et assez. C'est pas qu'ils sont des bonnes personnes, mais ils ont aboli l'ordre et ont pris contrôle de tous leurs assets qu'ils ont donné aux Knights Hospitaller. Et les Knights Hospitaller ils ont transformé leur nom en deux branches, une pour le monde catholique, une pour le monde protestant, anglican. Un qui est devenu le nom des Knights of Malta, et l'autre qui est devenu les Knights de la Saint John of Jerusalem. Right? Saint John of Jerusalem and the Knights of Malta, c'est deux branches de les Knights hospitalières. Les Templars n'ont pas disparu, mais ils ont fallu intégrer avec des différentes agences de sociétés secrètes pour se cacher et maintenir un mouvement souterrain. Mais on a vu et on peut prouver comment ces mouvements-là, spécialement les Templars, le culte de Mithra, dans une costume chrétien, a créé deux ordres en 12-25, non, excuse, 12-15, that's it, 12-15. Okay. Durant la deuxième crusade, qui est le mouvement l'ordre des Franciscans, puis l'ordre des Dominicans, une qui est contrôlée par une cultiste nommée Saint Francis Assisi, qui aussi faisait ses rituels dans des cavernes, les mêmes cavernes de Saint Bernard, comme le Monte Gargano, comme j'ai écrit dans mes articles. Et il y avait son stigmata et toutes ses révélations, clairvoyances, et se trouver dans cette caverne. Et il travaille vraiment proche avec Saint Dominique de Guzman, qui était la fondateur de l'Inquisition. So, Dominique de Guzman et Francis of Assisi ont travaillé très proches ensemble. Ils ont les deux créé deux ordres en même temps. Les deux ont facilité ils ont pris la mobilité les mercenaires chrétiens à Jérusalem durant les crusades les plus qui poursuivaient, spécialement après la quatrième crusade. Et c'est durant ce temps-là que Venise,
qui est toujours la centre de l'oligarchie. Les vieux familles se trouvent principalement, les vieux prêtres des vieux cultes païens se trouvent principalement durant ce temps-là dans le Vatican et à Venise. Et c'est eux autres qui a manipulé les crusades. Et éventuellement, il y a une branche des Franciscans qui a créé les mouvements jésuites en Espagne. La même année que... c'est toujours la même année, qu'il y a deux autres. Il n'y a jamais une autre qui se forme à la même temps. C'est toujours deux. Un qui représente une énergie féminine, l'autre pénétration, l'autre... masculine, l'énergie pénétration, l'autre énergie féminine qui est comme in robe, right? Suck in, like open the legs. So, à ce temps-là, c'était les jésuites qui a été créés avec l'ordre anglican. Êtes-vous toujours là, Gib? Ouais, ouais. OK. So, c'est à ce temps-là que Henri VIII a été convaincu par son advisor, Francesco Zorzi, une chef des kabbalistes de Venise, qui est devenu le advisor de Henri VIII pour créer une autre branche de l'Église avec le roi héréditaire de l'Angleterre, qui est comme le nouveau pape. Et ça, c'est devenu l'Église l'Anglicaine. Et Ignatius Loyola, durant la même année, avait son révélation contrôlée dans une caverne, qui a été le fondateur de le mouvement des Jésuites, un ordre avec une architecture et hiérarchie gnostique, avec des initiations là-dedans. Vraiment similaire avec le système gnostique et avec des rites mystères dans les Templars ou dans la culte de Mithra ou dans la culte de Cybèle. C'est toujours la même variation de la même chose. Pour protéger une idée de la papatie comme un nouveau empire romain, mais l'autre, c'est de contrôler la pape lui-même s'il y a de temps en temps une pape qui est honnête. Et on voit des papes honnêtes parce qu'ils sont généralement assassinés avec la poison. C'est un thème durant plus qu'une mille années. Plusieurs papes sont assassinés. C'est la même gamique que les présidents et tout ça. Hein. C'est la même chose, ouais. Tu peux écrire des livres sur la clash des deux Vaticans, you know. Quelqu'un devrait faire ça un point en temps. So, you know, Cecil Rhodes a dit avec son manifesto pour son société créée qu'on doit utiliser le modèle des jésuites pour créer le nouveau Rhodes Trust, pour créer aussi un système de brainwashing des jeunes talents de tout l'Empire en Oxford pour devenir des nouveaux soldats pour l'Église de l'Empire britannique. Et il a créé ça à le même temps. Ça, c'est le branche masculine de la branche féminine qui est la société phébienne. La société phébienne qui aussi est remplie avec des théosophistes comme Annie Besant, qui ont aussi créé des choses comme Lucifer Publishing, la maison qui est devenue Lucis Trust, qui contrôle toutes les publications de la ONU. Et des choses comme la chambre de méditation à la ONU, c'est contrôlé par les théosophes même aujourd'hui. Les nazis ont été devenus une branche de ça organiquement avec les ariosophes, qui était une des suivants de Blavatsky, nommé Guido von List et Lenz von Liebenfels, qui ont adapté les concepts de Blavatsky pour un monde volkisch Allemagne. Et ça, c'est qu'est-ce que, you know, l'idée originellement, c'était que on aura une nouvelle ordre mondial contrôlé par des ordres des occultes en Europe, en Amérique du Nord. Crowley jouait un rôle important dans tout ça. Et Crowley, là, tu parles de Aleister Crowley? Oh, yeah. Yeah.
il était une chef de The Hermetic Order of Golden Dawn, qui a été créé par Bulwer Lytton, le rosicrucien herméticiste, qui a renouvelé ces différents ordres kabbalistes aussi. C'était déjà là, mais il a vraiment renouvelé ça durant les 1840, 1850 période. C'est eux autres qui ont géré la création de Southern Rite et Northern Rite de franc-maçonnerie, les transcendentalistes de Ralph Waldo Emerson dans les États-Unis ont été sous la contrôle de Carlyle, une des fondateurs de cet nouveau mouvement spirituel, pour infiltrer et détruire la chrétienté intérieurement. Crowley jouait un rôle sérieux quand il a pris contrôle de la Ordo Templi Orientis, the Oriental Cult of the Temple, de Solomon. Effectivement, c'était le temple de Solomon. Tous ces groupes-là, même les Templars, il y a tout un désir de trouver la location, le région où se trouve la temple de Solomon, qui a été détruit par les Romains en 70 années après Jésus. Il veut le recréer pour initier une rituel de violence purgative violence. Purgatoire, on pourrait dire, ouais. Essentiellement de tuer environ 95% de la population de la planète pour recréer l'espèce et rétablir une nouvelle architecture kabbaliste des dieux païens contrôlés par un nouveau système des prêtres, des initiés, qui peut contrôler une population désespérée, superstitieuse, sous une nouvelle architecture globaliste. Et la seule variation de christianisme qui sera acceptée, c'est un christianisme militariste basé sur un renouvellement les crusades. C'est la logique des crusades des Templars. Et aussi qui croit que les extraterrestres des autres dimensions sont les choses qui interface avec nous et qui a créé des choses comme Jésus ou Mohammed il veut vraiment redéfinir toutes les grandes religions de la planète sous une nouvelle logique des extraterrestres que peut-être on peut accéder avec des drogues qui sont développées avec MKUltra, Tavistock comme psilocybines, LSD-25, DMT, qui sont tous développés par les militaires américains britanniques dans les années 40, 50, 60 et financés par les Rockefellers, par JP Morgan, comme Gordon Wassoon et Donald Wassoon sont tous des financeurs de JP Morgan, qui ont créé comme The Road to Eleusis, par exemple. C'est un bon livre écrit par Gordon Wasson et Albert Hoffman, le gars qui a découvert le LSD 25. Gordon Wasson, c'est le vice-président de JP Morgan Bank, qui est devenu la gourou de psilocybines, avec Henry Luce, le chef, le fasciste qui a promotionné Mussolini à les États-Unis et Hitler. Albert Hoffman, c'est l'expert international sur le LSD et les cultes de Eleusis. Ouais. Et c'est lui qui a travaillé avec les militaires intelligence américains et britanniques pour développer LSD. Et pour c'est eux autres qui ont créé les baby boomers, comme une génération des guinea pigs avec une MKUltra. So, ça, c'est un aspect de ce qu'il veut avec les extraterrestres, la nouvelle mythologie sacrée des extraterrestres, comme les nouveaux dieux. C'est qu'on peut interfacer avec ces aliens, avec les drogues, les psychedelics, qui nous donnent accès à la 6e dimension ou la 8e dimension. C'est tout des productions mathématiques par des statisticiens, but whatever. So that's part of it. Ça, c'est le rituel. Et de tuer la plupart de la population dans un rituel sacré, un sacrifice sacré. C'est un autre aspect de ce qu'il veut faire. C'est pour ça que, pour moi, quand je regarde la planète aujourd'hui, avec un effondrement financier qui est planifié depuis 50 années,
C'est ces mêmes personnes qui ont tué John F. Kennedy, ils ont tué Daniel Johnson, ils ont tué Martin Luther King Jr. Des centaines d'autres héros internationaux ont été assassinés pour avancer leur agenda d'une grande sacrifice rituel. Ça m'énerve un petit peu. Et, you know, et il y a un aspect de la guerre nucléaire maintenant qui s'ajoute dans la formule de la purgative violence. C'est comme Oppenheimer dans son logique de créatrice-destructeur, you know? Comme il suivait les pensées théosophiques qu'on doit brûler pour créer, on doit détruire pour créer. La création, la bonne, c'est la conséquence de la mal. So, il nie toujours comme une rituel de mal pour avoir quelque chose, n'importe quoi de bon dans leur in their sick imagination. Wouh! OK! Tabarnouche, Matt! Solide. OK, ben écoute, tu viens de... En fait, tu sais, t'as toi-même te transitionné entre... qu'est-ce que... Comme je te demandais, tu sais, de voir un peu où est-ce que tu te situais aujourd'hui, mais t'en as profité puis t'as été directement pour refaire un peu, finalement, ton... pas ton pitch, mais je veux dire, ton argumentaire, comment tu vois le problème, finalement, de l'ésotérisme, un peu du mysticisme occulte, en clash avec... en fait, allons-y plus loin directement. Fait qu'en fait, toi, dans l'image que tu viens de présenter, moi, dans le fond, là, la première chose que moi qui me vient en tête, puis quand j'ai lu tes textes et puis que j'ai vu la réaction à l'épisode de Ève-Marie, moi, dans le fond, je vois que ça semble être 100% problématique, en fait, dans ton analyse, tout ce qui est le legs un peu de ces espèces de cultes là, ici, de ces cérémonies, de ces initiations. Donc pour toi, tout ça il y a seulement l'angle négatif de ça ici. Tu vois pas qu'il y aurait un penchant positif à ça, dans le fond, qui pourrait balancer du tout historiquement ou bien... Il y a une path gauche et une path droite. Une path, ça c'est toujours dans l'occultisme, it's the left-hand path, the right-hand path. Sont bons ensemble. Un a une apparence de l'amour, de, you know, come together right now. L'autre a une... l'apparence. OK, excuse-moi, mais continue. Yeah, l'attraction d'une, c'est de exprimer la lumière, l'autre la foncée, the opposite. Une, c'est come together right now, you know, big hug durant les mouvements hippies. L'autre, c'est les feux de Vietnam. Tu dois faire les deux en même temps pour organiser la déstabilisation de une population qui a une target là-dessus. Il y a des branches occultistes dans les deux extrêmes. En Vietnam, quand tu regardes comme Apocalypse Now avec Marlon Brando, qui est, by the way, le film Apocalypse Now, j'imagine que beaucoup de monde ont vu ça. C'est une histoire de Joseph Campbell reformaté pour Vietnam. Il y avait un système d'initiation ritualistique avec un sacrifice de la colonelle Marlon Brando par Martin Sheen à la fin. Marlon Brando est nommé, son nom c'était The Raging Bull, by the way. Et la concept de Mithra, c'est toujours le bull qui est sacrifié par Mithra, le déité de... C'était originellement une déité hindoue qui était ramenée à Assyria, qui est devenu phrygien, qui a été adopté à Rome après que Rome est devenu un empire. So, ça bougeait, mais c'est la même chose. C'est une déesse, a god, a déesse, un dieu. Un dieu de la soleil, a solar deity, Sol Invictus, et l'investible sol. Horus, c'est la variation en Égypte. Apollo, c'est la variation en Grèce. So, c'est toujours le même dieu, c'est juste adapté à des différentes cultures.
pour des raisons obvious. Right? Tu peux pas vendre le même Dieu à tout le monde des différentes cultures. Tu dois faire des nouveaux costumes. So, Marlon Brando, c'est le bull, le sacrifice de la bull, la Taurus. C'est un élément de ce que Martin Chief allait faire dans les feux de Vietnam, qui est, beaucoup des satanistes comme Michael Aquino, qui est devenu la fondateur de la Temple de Seth, qui aussi il jouait une grande rôle dans la réforme de la militaire américaine en introduisant la clairvoyance des télépathes, des gens comme ça dans la science militaire de l'États-Unis aussi de la Canada dans les années 60 et 70. Colonel Shannon, il y a beaucoup des gens comme ça ont été tout initiés dans Vietnam. So, c'était nécessaire pour comme une a left-hand path quand l'autre main se trouve dans la restauration de Mithra dans les hippies autour de The Beatles, ce qu'on appelle l'invasion britannique culturelle, the British invasion, the Rolling Stones, Beatles, Come Together, Big Hug, Just Live in the Now, tout ça. Et une des points qui était poussé par les groupes de Eranos puis Esalen. Esalen, c'était une groupe mitraillette en Californie de Big Sur. C'était devenu une département qui contrôlait l'application des théories tavistokiennes et MKUltra sur la population des jeunes dans les années 60 pour contrôler la contre-réaction à la guerre irrationnelle. Right? So, c'était toujours prédicté. Et un des éléments, c'était le concept que... tu parlais de la guerre du Vietnam, là, ça? Vietnam, yeah. Et une des idées, c'était qu'on doit faire un renouvellement de Mitrailla, qui est Mithra en Inde. So, on est tous Mitrailla. On attendait pour une Mitrailla, mais on est tous Mitrailla. So, ça, c'était une des anthems des jeunes baby boomers qui, a reçu des expériences psychédéliques, divines. Il était encouragé de faire des orgies divines, d'avoir la sexe avec n'importe qui si tu veux. C'est tous divine, au moins que vous le faites pour les bonnes raisons. Des orgies and drugs, Et tu peux, en coupant toutes les traditions et normes morales et éthiques qui soutenaient ton société, les concepts de la famille, de Dieu, de nation, tout ça, tu peux couper tout ça en introduisant un mouvement spirituel ultra hédoniste qui vous libère. Et maintenant, vous êtes actualisé. Et dans cette actualisation, tu réalises qu'il n'y a pas de Dieu hors de toi. Vous êtes Dieu. Vous êtes tout Dieu. Et cette hyper-individualisation est basée sur les concepts de Aleister Crowley, qui a créé un mouvement cosmologique nommé Thelema. Vous avez entendu de Thelema? Un petit peu, mais en fait, je vais te laisser continuer. Puis, si je peux me permettre juste un petit truc, est-ce que tu peux en profiter dans l'endroit où tu t'en vas pour apporter le point que tu mettais dans un de tes textes entre Aleister Crowley et Rudolf Steiner? Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant que tu apportes ça. Fait que si tu veux continuer, je te laisse poursuivre. Well, Thelema, c'est le nom qui était donné pour la religion que Crowley a formulé, qui est basically do what thou wilt. Fais ce que tu veux, c'est la seule loi. De faire n'importe qu'est-ce que tu veux. D'être libre, mais ça veut dire que tu dois intégrer avec ton ombre. Tout le monde a une certaine ombre, des éléments sous-conscients, des forces qui représentent comme tous nos énergies primordiaux. Et on doit être capable d'avoir la force de volonté d'intégrer avec cette force-là. Et il y a une certaine série de rites d'initiation développés pendant plusieurs millénaires qui utilisent aussi des drogues anciennes, et comme le LSD, la psilocybine,
modernes, c'est juste des redécouvertes, ou même pas redécouvertes, c'est juste la même chose qu'on a vu avec le monde ancien, avec the wheat blight. Il y avait comme une fungus qui développait sur des blés, qui donne une expérience hallucinogénique. Ouais. Aussi les psilocybines, des shrooms, des opiates de l'Inde ou Afghanistan. C'est toujours quelque chose qui a été utilisé pour ces rites d'initiation depuis longtemps. C'est juste avancé un petit peu avec la technologie moderne, mais c'est la même chose, chimiquement. So, Aleister Crowley, il a développé, avec le télema, qui était donné à lui, comme il a dit, sur une de ses... sur un mescaline trip. Il était sur la mescaline. Il a aussi développé, durant ce temps qu'il est devenu un membre d'un groupe qui est nommé le Ordo Templi Orientis. Il est devenu un membre de ça. Il est devenu même chef de ça, basé sur son mentor Theodore Reuss, R-E-U-S-S. Les deux ont fait des orgies ensemble en Monteverita, à Ascona, en Switzerland. Et c'est là où les trois ont rencontré Rudolf Steiner, qui a, durant ces années-là, 1902, 3, 4, il était toujours une chef des branches suisses et allemandes de les Theosophists. Il n'a pas créé son secte des anthroposophes à ce point-là. Ça arrivait à 1912. Mais avant ça, Theodore Reuss, Karl Kellner qui travaille avec Albert Pike, ont été tous des membres de la Ordo Templi Orientis ensemble. Ils ont tous été basés en Switzerland. Switzerland, c'est comme un centre de culte international. La toujours. Suisse. Oh yeah, super bad. C'est pour ça qu'on voit des vidéos avec CERN, des bizarres rituels qu'il fait dans les cavernes, toujours dans les cavernes, avec le renouvellement des différentes pagan superstitions. So anyway, Aleister Crowley a été un membre de l'intelligence britannique. Il y a un livre qui est Secret Agent 666, qui est un vraiment bon livre. Je recommande que tout le monde lise ça, qui prouve que ça, c'est le cas. Il a été recruté dans les 1891 par l'intelligence britannique. Il était originellement un membre d'une culte gnostique qui est nommé les Plymouth Brethren. C'est une culte créée par John Nelson Darby, un membre de l'oligarchie britannique qui a créé plusieurs cultes. Une était les Exclusive Brethren. Et les parents de Crowley ont été tous des membres de le Plymouth Brethren. Et c'était comme une orthodoxie, chrétianisme super strict, comme l'idée que si tu penses à what do you call it, a sin? How do you say sin? Un péché. Un péché, ouais. C'est la même chose que vous avez fait un péché, vous allez maintenant brûler à l'enfer pour l'éternité. Right? So c'est comme vraiment strict. Si vous voulez créer comme quelqu'un comme une sataniste comme Crowley, la meilleure chose, c'est de promotionner des systèmes de religion qui sont super stricts, irrationnellement stricts. Et là, vous allez garantiment créer des lucifériens qui veulent faire une rébellion contre l'ordre de le Dieu que tu dis est une bonne Dieu. Et comment tu peux être une bonne Dieu si tu veux brûler les enfants pour avoir une pensée de péché pour l'éternité? C'est comme impossible. D'abord, il y a certainement qui vont devenir juste neurotiques, mais il y a dans ce climat, plusieurs qui sera capable de maintenant faire la transformation à devenir comme une Crowley. Et il y a beaucoup des satanistes qui ont sorti de la incubation de le Plymouth Brethren. Beaucoup. Même de Jack the Ripper, le gars qui a organisé le Jack the Ripper. Oh ouais, c'est une Plymouth Brethren, the coroner anyway. Il y a beaucoup. So, all that to say. Crowley, il y avait beaucoup il
il est devenu comme un adepte à le Kundalini Sex Yoga. Il a maîtrisé à un très jeune âge à cause de certains mentors at the Knights of the Hermetic Order of the Golden Dawn, like Mathers, qui a été un de ses mentors sur l'occulte. Et il a pris contrôle de plusieurs branches de l'Ordo Templi Orientis. Il a fait un renouvellement avec la mescaline de les rites de Eleusis pour initier pour initier des élites dans son culte. Il y avait 7 degrés, peut-être une 8e qu'on parle pas, mais il y avait 7 degrés exotériques dans le réforme de Crowley en 2012. 2012, c'était aussi l'année que Steiner, qui aussi était affilié avec le rite de Memphis Misraïm. Tu as dit 2012, je pense que je vais dire 1912, hein, c'est bien ça? Sorry, 1912. Yeah. Ça, c'est l'année que Steiner a aussi créé l'anthroposophie comme une variation un peu plus chrétienne de la théosophie. Mais avec toute la cosmologie de Blavatsky et Besant, il n'y a rien qui a changé. C'est juste qu'il y a certains détails qui a changé. Et Steiner a été, comme j'avais dit, une membre de la rite de la Memphis Misraïm, le même rite de Karl Kellner, qui a été aussi le contrôleur de la Ordo Templi Orientis avec Theodore Royce. Durant ce même temps, ils ont créé les mystery plays, quand tu as comme un mouvement théâtrique, comme un drame, il y a comme un drame mystère. Ça, c'est un élément de les rites de Eleusis. C'est pas juste les psychédéliques, les rites d'initiation et les sacrifices, mais aussi des drames mystères. Drame mystère, on peut parler de la dramaturgie aussi. La dramaturgie. Exact. Ça, c'est un élément de la monde ancienne. Ça, c'est qu'est-ce que on voit dans les rites maçonniques. Il y a toujours des drames que les initiés doivent participer dedans pour, Et, again, il y a beaucoup des symboles qui a plusieurs meanings, interprétations basées sur le niveau, le degré que vous se trouve. Si vous êtes sur la 9e contre la 6e ou 5e degré, vous allez voir cette fleur ou cet triangle dans cet contexte avec une différente interprétation. Mais c'est tout vraiment arbitraire. C'est basé sur la contrôle de la système elle-même par les Aleister Crowley ou par les Theodore Royce ou par les athénistes qui contrôlent le jeu. Ça vous donne une illusion de la libre arbitre, mais tout le jeu est contrôlé et l'expérience que vous allez expériencer, c'est contrôlé. Comme les jésuites aussi. Vous avez toujours les jeunes jésuites ont toujours testé pour voir, est-ce que vous allez tuer les lapins ou non? Oh, non, OK. Vous avez passé le test. Oh, et vous allez expérimenter une autre série d'expériences. Mais pour le jésuite qui tue le lapin, peut-être un en 20 va tuer le lapin. Ah, vous avez passé le test. Congratulations. Vous rentrez dans cette porte ici. Et t'as comme des degrés parallèles qui sont pas la même chose du tout. Ouais. Ça, c'est un autre élément de la main gauche, main droite. So it's secrets within secrets. It's games within games. Les jeux dans les jeux. Ça, c'est un des aspects de ça. So, Rudolf Steiner, dans ses drames mystérieux, c'était nommé sur les mystères de Éluse. Et Rudolf Steiner, comme j'avais fait dans ma série des essais que je t'ai donné, il a dit plusieurs fois que son raison d'être pour l'anthroposophie, c'était de renouveler et les mystères éluciniens dans le monde moderne et d'initier tout le monde dans une nouvelle initiation de les mystères éluciniens. Même chose, et il y a une version que Steiner a poussée et une version que Crowley a poussée. Mais Steiner et Crowley représentent
comme deux branches, comme Apollo et Dionysus. Une branche de la Soleil, de la même cosmologie, mais une qui représente la Soleil, une qui représente la Lune. Les orgies de la soirée et la rigueur intellectuelle de la journée, quand on fait notre duty, on fait nos responsabilités durant la journée, on a une apparence de la dignité de Steiner, de la moralité, mais à la soirée, on saute à l'autre, on ouvre la porte à la bête pour juste devenir pure, la spiritualité pure de orgie sacrée et tout ça. Ça, c'est comme les deux, quand tu fais une comparaison à leur pensée, à leurs écritures, c'est vraiment similaire, mais c'est différent dans cette façon-là. So that's the thing. Et il y a beaucoup des nazis qui ont travaillé avec des anthroposophes et qui ont été inspirés par des idées, des pensées anthroposophes aussi, comme le fait que the Black Sun of the Occult, il y a une blanc soleil de l'occulte aussi, qui est la même chose, mais avec un qui est clockwise, l'autre qui est contre l'horloge. Right? C'est comme la swastika, en fait. Comme la swastika, ouais. Et une est représentée beaucoup comme un symbole anthroposophiste, soit même les the biodynamic farming groups, qui sont un groupe anthroposophe qui a une certaine approche à des fermes, permaculture, mais pas vraiment permaculture parce qu'il y a aussi une application de l'alchimie, astrologie et tout ça. Ils utilisent comme leur symbole the Son of the Occult. Ils mettent ça aussi dans the crop circles aussi. Ils utilisent ça pour actualiser les énergies de la planète, pour améliorer leur accroissance de leur blé, tout ça. So, ça fait partie de la même chose. Il y a beaucoup plus que je peux dire sur Steiner, mais ça, c'est à l'instant un premier degré de description que je peux vous donner à l'instant. All right, OK, malade. Wouh! OK, c'est vraiment intéressant tout ça, Matt. Écoute, ça m'a permis vraiment de vraiment mieux saisir et mieux comprendre dans le fond, la structure, comment est-ce que tu bâtis ça à l'intérieur de toi, puis voir où est-ce que, dans ma tête, je suis comme, OK, tu sais, oui. Puis là, des fois, je suis comme, ça, je suis pas ça, ça, je suis pas ça. Mais peut-être que je peux te demander directement, parce que moi, je trouve que le point entre Steiner et Crowley est vraiment un bon point pour parler de cette notion-là. Fait que peut-être que je peux te poser une autre question par rapport à ça ici. Si on va t'as amené un des points que j'aurais probablement apporté, l'idée de l'agriculture biodynamique. Parce que dans le fond, moi, les gens qui écoutent mon truc, c'est pas gros, mais les gens commencent à savoir un peu, parce que je le dis tout le temps, moi, je m'intéresse à la physique, puis avant de m'intéresser plus à l'histoire, puis à tout ça, puis à ce que toi t'as fait, je m'intéressais déjà à la physique, et moi, j'avais comme déjà un peu flippé ma façon de voir potentiellement comment l'univers marche, puis encore là, je dis ça, c'est juste mon expérience et mes opinions. Je ne suis pas en train de dire que je suis un physicien ou un scientifique ou rien de ça. Mais dans l'optique de chercher puis d'essayer de comprendre où les choses vont, puis ça me menait à toi. Mais moi, une des choses qui m'intéressait déjà personnellement pour d'autres raisons principalement liées à la santé, c'est justement la santé, donc l'agriculture, etc. Et l'aspect biodynamique, c'est quelque chose que moi, dans les années 2010, j'avais passé beaucoup de temps à regarder ça et tout. Et je m'étais mis à essayer de comprendre un peu c'est quoi qu'il y a derrière ça. Et Steiner était un des personnages centraux de cette chose-là. Mais pas juste Steiner, parce que quand tu tombes dans l'aspect biodynamique, tu tombes dans l'aspect Rudolf Steiner, tu ouvres tout l'aspect scientifique, physique de l'univers qui fonctionne de façon électromagnétique dans la physique unifiée avec l'éther. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais ça fait longtemps, probablement pas, là, mais il y a une fois, je t'avais fait une remarque quand on enregistrait les épisodes en 2022, justement, sur Walton Hill, Michael Claridge et le Electrical Universe, avec qui tu as fait beaucoup de présentations à la Rising Tide Foundation. Puis je t'avais demandé si tu avais déjà travaillé pour inviter Nassim Haramein, entre autres, pour savoir, tu sais. Puis tu m'avais dit non et que selon toi, c'était pas quelque chose qui faisait partie de un peu l'ensemble de le corpus que tu voulais présenter, tu sais.
Mais pour moi, cette pièce-là, c'est la pièce qui manque et qui fait le lien entre tout ça et qui permet de faire une différence beaucoup plus, selon moi, logique et drastique entre Steiner et Crowley. Puis je veux dire, dans le texte que tu as amené sur Steiner et Crowley, tu avais donné des références que j'ai été consulté aussi. Puis, à moins que je me trompe, on voit clairement que Steiner était là avant dans l'organisation auto whatever avec les boss, là, où est-ce que Crowley, c'est... Mais quand ils se sont côtoyés, Steiner, il a sacré son camp parce que ça ne fit pas avec la vision de Crowley et la vision de manipulation de la population. Mais l'affaire que moi, je veux t'apporter puis que je veux te demander ta question, c'est... OK, tu parlais de main gauche, main droite. Ça, pour moi, c'est juste la main gauche. Parce qu'à un autre niveau, le contrôle main droite, main gauche, c'est juste du contrôle puis de la manipulation. Donc, les deux sont bad, si on veut utiliser un terme moral, right? Les deux sont contrôler le peuple contre leur gré, avec un manque de consentement éclairé. C'est de la manipulation occultée. Et là, tu diriges les gens et tu fais de la division, tu crées des groupes, tu crées de la manipulation. Mais à l'extérieur de ça, tu peux avoir une vraie main droite qui utilise les mêmes principes, les principes scientifiques de la physique, de comment fonctionne l'univers pour faire le bien. Et moi, je pense que Steiner s'inscrit à l'extérieur de la main droite dont tu parlais. Il peut avoir été utilisé comme une main droite, clairement, pour manipuler des gens et faire du fake spirituel, scientifique, qui devient finalement le New Age avec le temps et ce que tu disais, le faux paganisme et tout ça. Mais derrière ça, il me semble que c'est, pour moi, juste logique et simple que tu aies une vraie rightful usage of the scientific principles, donc une utilisation droite et juste de ces principes scientifiques-là ici, qui incorporent le magnétisme à l'électrique. OK. All right. Well, so on mélange deux choses ensemble. Attends un peu, je vais juste finir parce que je veux tailler ça avec un point que la première fois, en fait, que moi, je t'ai entendu toi parler de ces trucs-là, c'était, je pense, début 2000, fin 2000, peut-être à l'été 2023, en tout cas, peu importe, mais il y avait, non, c'est peut-être même 2022, fin 2022, il y avait eu la crise en Europe des fermiers, right? Il y avait, c'est pas Newfoundland, mais les Pays-Bas, je crois, où est-ce qu'il y avait les fermiers qui avaient une crise et puis il avait été switché à l'agriculture bio. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et il avait comme foutu en dehors, mettons, les grosses corporations. Puis là, il disait, on va passer au bio. Puis ça avait été supporté d'une certaine façon par Shiva, la fille en Inde qui parle d'agriculture biologique aussi. Et je t'avais entendu, toi, commenter là-dessus. Et justement, c'est là que tu disais, t'as-tu vu pourquoi ça fonctionne pas, ces notions-là, biodynamique, bio, etc. et tout? Parce qu'ils se sont plantés et on le voit concrètement que ça fonctionne pas. Mais du côté donc physique, scientifique, biodynamique, c'est sûr que ça n'allait pas marcher parce que ton sol est depleted, ton sol est détruit depuis des décennies de surutilisation de produits chimiques, etc., puis de monocropping partout. Donc, tu peux pas passer du jour au lendemain à une agriculture bio puis créer de la biodynamie. Ça fonctionne pas selon les principes physiques de base. Donc, ça prend du temps, ça prend une transition et il faut que tu recultives ton sol et qu'une fois que les principes commencent à entrer, je vais juste finir, les principes vont développer et puis avec le temps, tu vas retransformer ton sol et après seulement, tu vas voir les résultats positifs de l'agriculture bio et biodynamique ensuite de ça. Donc, moi, je vois où est-ce qu'il y a il semble avoir un manque de vision du positif logique, scientifique de l'utilisation de tous ces principes-là ici, qui sont finalement tous reliés autour de la science de l'eau, en bout de ligne, et de juste voir l'aspect négatif de ça ici. Et là, moi, je suis comme, ben non, mais c'est parce que il y a les deux, en fait. C'est comme n'importe quoi. Tu peux utiliser cette science-là et les caves pour faire des rituels, mais tu peux utiliser les rituels pour vraiment transcender ta propre biologie, faire un voyage astral, connecter avec tes ancêtres au travers du champ morphogénétique, des trucs comme ça qui sont finalement juste, quand tu vois la physique avec l'éther, c'est juste comme ça que ça marche, tu sais. Fait que, évidemment que les élites vont utiliser ça de façon négative, puis ils vont faire une fausse main droite puis une fausse main gauche pour que les gens, de un, s'imaginent que c'est fake, premièrement, parce qu'ils s'imaginent que ça, c'est l'aspect malthusien, système fermé.
Donc, l'athéisme, il n'y a pas de spiritualité scientifique, etc. Puis de deux, ça crée de la division puis de la frustration. Mais pendant tout ce temps-là, tu occultes la vraie réalité qu'on peut utiliser tous ces principes-là d'une façon positive et rigoureuse. Donc, voici ma grosse parenthèse, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Vas-y aussi longtemps que tu veux pour adresser ce que je viens de dire, Matt. Well, vous avez mis des choses dans mon bouche que j'ai jamais dit. J'avais des critiques de Vandana Shiva, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Mais j'étais jamais contre la permaculture ou les fermes organiques. Je suis pas contre ça. Je sais pas pourquoi tu as mis Non, ces c'est pas que tu es mots. contre ça, mais je disais que tu avais vu que ça fonctionnait pas parce que quand tu avais commenté, mais c'était rapide, là, c'était avec Vie, quand tu faisais tes choix avec Vie, là, puis là, qu'il y avait cette crise-là ici, puis tu avais dit, tu vois, ils ont été poussés pour faire l'agriculture biologique, puis ça marche pas, puis là, tu voyais, tu avais fait le lien avec le paganisme. Vandana Shiva, pour le cas de Sri Lanka, qui était un désastre. Sri Lanka, c'est ça. Le Vandana Shiva a célébré quand le gouvernement a mis en action leur plan de faire ce qu'ils ont fait. Quand ils l'ont fait, après que c'est devenu un désastre quelques mois après ça, elle a dit c'est parce qu'ils l'ont pas fait dans le propre façon, comme vous avez dit. Mais quand ils l'ont mis en place, leur plan d'action, c'était exactement le plan d'action qu'elle advoquait pour des décennies, de le faire vite, tout de suite. Et là, c'était comme après le désastre, elle a dit non, c'est parce que c'était pas fait dans la bonne façon. Ça se peut, j'ai pas suivi les détails là. Ça, c'est pas honnête par elle. Et non, vraiment pas. Le fait qu'elle est aussi une Malthusienne. Elle croit dans les théories de Malthus qu'on est surpopulé et qu'on doit se trouver dans l'équilibre en éliminant la plupart de la population de la planète. Elle croit en ça. Elle est une Malthusienne. Prince Charles, qui est une des... Puis juste pour dire, excuse-moi, je te laisse mais tu vois, puis ça, je savais pas, mais moi, j'étais pas tant un fan de elle de toute façon à la base parce que justement, j'avais vu ces trucs, j'étais comme... Mais moi, c'était plus juste que tu avais, juste pour le point, là, que quand ça n'avait pas marché, qui semblait conformer un peu ta conception de pourquoi les principes étaient pas bons. Vous mélangez deux choses ensemble, l'occultisme, la magie et la science. Vous les mettez ensemble dans une façon qui n'est pas naturelle. Parce que c'est ça le point, en fait. C'est que c'est comme toutes les... Ce que je veux dire, c'est que le biodynamic farming, comme c'est vendu par Steiner, puis c'est suivante, qui utilise, tu sais, mettre une pièce de grenouille pendant que Saturne se trouve à une sextant de degrés de Jupiter, et là, tu peux mettre, durant la lune pleine de 7 mois, une grenouille dans la sol avec une rod d'électricité. Vous allez avoir les légumes plus purs et tout ça. Ça, c'est un mélange d'une science qui existait avant Steiner, une science, like permaculture. Je suis pour la permaculture, ce qu'on appelle electroculture as well. Durant le 18e, 19e siècle, il y avait les avances sérieuses de l'électroculture, d'utilisant les ouais, ça, c'est quelque chose qui a été avancé par Benjamin Franklin, par tout le mouvement scientifique d'Europe, qui avançait avec des bons effets. Ce que Steiner a fait, j'ai pas vu une pièce d'évidence sérieuse, soit dans la santé, parce qu'il y a un mouvement de santé autour de la logique de Steiner, de voir des auras pour faire des diagnostics. Il y a tous des hôpitaux de Steiner, right, autour de la planète, et aussi de biodynamic farming. J'ai pas vu une pièce d'évidence qui me donne qui m'a convaincu que ce qui est légitime, qui fonctionne dans le système de pseudo-homéopathie, parce que je suis pour la homéopathie aussi. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vu, exactement. Right. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelque chose que... OK, ouais, mais c'est ça. Mais fait que là, on s'en rejoint j'ai aperçu avec des réseaux occultistes autour de Steiner Steiner était une occultiste aussi, qui n'a pas originé ou créé rien. Ils ont volé des choses qui sont légitimes, qui ont été créées par des mouvements réels scientifiques et qui ont mis dans un nouveau package, ajouté avec des alchimies, des choses qui ne m'ont pas démontré que sont utiles. Il y a personne qui peuvent...
j'ai parlé, j'ai beaucoup des amis anthroposophistes. I went to the Goetheanum en Switzerland. J'étais là plus Ouais, les pour anthroposophistes, 2 semaines. non, ça marche pas. Il n'y a pas une personne qui savent comment faire ce qu'il dit qu'il croit que Steiner était capable de faire pour diagnostiquer utilisant les auras qu'il pouvait voir avec son clairvoyance. Il ne pouvait pas enseigner des autres personnes comment le faire. Personne ne peut le faire. Il n'y a pas d'amélioration de les techniques. Il n'y avait pas une démonstration que c'est réel, que ce n'était pas un mensonge. Parce qu'il n'y avait pas de... Tu ne peux pas le étudier, appliquer, perfectionner ce que Steiner dit qu'il pouvait faire comme une science de la spirit. Même chose pour la production de biodynamic farming. Il y a des éléments qui sont basés sur une réalité, une field qui existait avant eux autres, qui ont volé, ils ont ajouté de l'alchimie, de la numérologie, astrologie là-dedans, qui n'a pas démontré une capacité de produire plus de nourriture à une meilleure qualité comparé à ce qui existait dans la permaculture et electroculture avant eux. So, pour moi, c'est comme une cage qui a attrapé la vraie science, puis ont mis sur un nouveau environnement plus contrôlé, avec la superstition absolue, extrême, qui détruit la capacité de raisonnement et jugement dans la population qui essaye de le pratiquer. So, il y a des effets qui fonctionnent parce que les effets sont volés par des choses qui existaient avant eux. Maintenant, Steiner, il était dans la rite de Memphis Misraïm. Il croyait dans des choses qui, pour moi, c'est du garbage. C'est pas d'évidence que c'est réel. Il y a... Je sais pas c'est quoi, tu sais. C'est comme moi, je suis pas un Steiner scholar. Anyway, c'est impossible de connaître quasiment l'œuvre de Steiner parce que là, on parle de dizaines de milliers de pages et tout ça. On peut comprendre assez. C'est comme des gens qui me disent que tu peux pas jamais savoir une complot parce que tu peux pas voir une intention. Et c'est vrai que tu peux pas voir une intention avec les yeux, mais tu peux regarder les conséquences et les associations, les patterns des gens qui mettent en action des idées qui sont destructives. Pour moi, quand je regarde comme Steiner, il était le gourou personnel de la chef de la militaire Allemagne, qui a toutes les décisions. Il est devenu le chef gourou de le chief of staff de Allemagne, qui a apporté l'Allemagne, son peuple, dans la Première Guerre mondiale, basé sur les dons, les insights clairvoyants de Steiner à lui. Steiner aussi interfacé avec tous les réseaux que je sais sont à la cœur de tous les problèmes globalistes sur les dernières 200 ans, même plus, ben, le siècle passé. So, you have Steiner sur plusieurs points très, très dangereux. Et il n'y a pas d'évidence que ces mouvements occultes avaient une vraie science. C'est juste une science de contrôle des perceptions. Il y a c'est là que je comprends pas. Tu sais, Steiner à part, c'est ça que je comprends pas, en fait. À quel endroit où est-ce que toi, tu fais la ligne entre vraie science versus pas vraie science, en fait? Donc, parce que les principes... Tu parles de astral projection et de la clairvoyance. Comment est-ce que vous avez fait une astral projection? C'était quoi ton dernier astral projection? Et how did it look? How did it feel? Ben, moi, je peux pas te partager ça. Moi, je suis pas un astral traveler, personnellement. OK, est-ce que quelqu'un a montré est-ce que quelqu'un a démontré qu'ils ont fait une astral projection? Et si oui, comment est-ce que tu sais que c'était pas une hallucination qu'il était là-dessus ou il te donne un mensonge? Comment est-ce que vous savez qu'il a fait ça? Ben, écoute, faudra en discuter longtemps, mais je veux dire, il faut que tu utilises la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ton hypothèse... Si c'est une méthode scientifique, enseigne-moi, c'est quoi les méthodes scientifiques qu'ils ont utilisées pour faire leur astral projection? C'est quoi la méthode? Ben, il faut que tu suives la méthode, et donc pour savoir si quelqu'un dit vrai, parce qu'il y a des gens qui vont dire faux, qui vont mentir, puis il y a des gens qui vont probablement dire ils ont vraiment l'expérience de faire des voyages astraux. Donc, il faut que tu vois, OK, c'est quoi l'hypothèse? OK, Jean-François dit que lui, il fait des voyages astrales. Bon, OK, c'est-tu vrai? Fait que là, il faut que tu conçoives une expérience
pour voir si tu répétable, est-ce que tu peux faire une objectivisation de la chose ou pas? Fait, donc As-tu n'importe vu quoi. des expériences où ils ont prouvé ça? Qui sont pas contrôlés par la CIA ou Scientology ou quelque chose comme ça. Mais as-tu vu une expérience pure qui te démontrait que c'était reproductable? C'est pas quelque chose que j'ai cherché sur le voyage astral spécifiquement, moi. Donc, je sais pas pourquoi c'est un point là. Mais donc, je peux pas dire oui. Je pourrais pas dire oui parce que moi, j'ai pas cherché à savoir quelles seraient Well, moi, j'ai cherché et il n'y a pas grand-chose. Ben, pas trop. Il y a des... L'idée, c'est les principes. Donc, dans le sens que, est-ce que quand on parle des documents, mettons, sur la CIA, sur le remote viewing, right? Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu considères comme sérieux ou c'est quelque chose que tu mets de côté aussi? Tout Non, ça? le CIA, c'est une grande culte, contrôlée par les gens qui veulent Ouais. les tuer. Non, pourquoi est-ce que c'est une science des mensonges, c'est le CIA. OK, donc, tout ce qui est remote viewing au complet, dans le fond, tout ce qui a été fait là-dessus, pour toi, dans le fond, ça, Non, c'est, it's y garbage. a rien. Non, Ah, pour c'est vrai? fraude, man. Ah, OK, 100%. OK. Yeah, c'était 100% financé par sûr? Lawrence OK. Rockefeller, comme le Stargate Project de la CIA dans les années 70. Tout ça En avec bout de ligne? des... Ouais, OK. ça, c'était tout des branches de MK Ultra financées par Lawrence Rockefeller et SLN. Il y avait des gens comme... les gens qui étaient mis en contrôle de les enfants, qui faisaient les remote viewing avec les Russes à la même temps. C'était les deux programmes étaient financés par Lawrence Rockefeller. Il y a un livre par une des contrôles de SLN, Jeffrey Kripal. Et ça, c'est l'histoire d'SLN et la création d'une religion de sans religion. C'était tout financé par les mêmes gens qui voulaient réduire la population, qui sont des occultistes et qui a des réseaux à Russie, dans le Kremlin, qui ont travaillé ensemble pour partager l'information, pour créer des statistiques, pour qu'ils pouvaient avancer un argument statistique à la fin des années 70 qu'il y a une coordination entre les pouvoirs télépathiques des enfants dans les deux nations, pour voir comme qui voit qu'il y a une triangle ou une carré jaune en arrière de ce porte-là ou ce porte-là en Moscou et vous êtes en Californie. Et on générait des data, mais c'est tout contrôlé par les scientologies, comme des scientologues qui sont des suivants de Aleister Crowley, parce que L. Ron Hubbard, c'est le disciple de Crowley et il est une sataniste lui-même. Il a créé le mouvement des scientologies comme une culte des extraterrestres pour une nouvelle religion. Et c'est aux autres comme Hal Puthoff qui contrôle le mouvement Disclosure Project aujourd'hui, financé par Lawrence Rockefeller, qui est une scientologie de le 7e rang. Ingle Swan as well, il était une haute échelon scientologue qui travaille tout sur MK Ultra à Big Sur Stargate. Il travaille avec General Stubblebean, le chef de la militaire américain qui a mis en place les pensées de Zbigniew Brzezinski et Samuel P. Huntington pour créer des nouveaux Jedi qui peuvent comme sauter qui peut détruire la cœur d'une goat, un sheep, avec leur pensée. Il y avait un film sur ça. Et ça, c'est tout basé sur les statistiques des télépathes qui a été accumulées, manipulées. Comme j'avais vu, c'était tous une fraude. Ils étaient tous vraiment capables de juste partager l'information de Moscou à Californie. Et là, ils disent, oh, regarde ça, elle était correcte 70% de la temps. Et là, ils ont justifié l'expense des centaines de milliards de dollars pour complètement transformer le militaire et de mettre en place des occultistes dans le militaire qui ont fait Desert Storm, qui ont tué des centaines de millions des Irakiens et Palestiniens et Libyens, et qui ont fait le 11 septembre. Ça, c'est tout organisé par des gens de Fort Bragg, qui ont été tous des occultistes sous Michael Aquino, le sataniste que j'ai mentionné avant, le sataniste de Michael Aquino, Colonel, le temple de Seth. C'est lui qui a mis en place ça avec General Stubblebean et son femme, qui est aussi est une grande contrôleur de le monde contre la Great Reset et contre la vaccination, même aujourd'hui. C'est le mari de la femme de General Stubblebean aujourd'hui. So, vous avez tout ce mouvement qui utilise les principes de la magie, de stage magic, illusion, you know? Fait que
Puis dans la même lignée, si, mettons, présentement, il y a comme, mettons, des enfants, tu sais, mettons, comme il y a un documentaire qui est sorti, mettons, voilà, un an et quelques, après Supernaturals, je pense, choses comme ça, des enfants qui se voilent les yeux, tout ça, mais qui sont capables de lire et de voir au travers, en fait, de l'intérieur, sont capables de percevoir, mettons, le truc, de Yeah, lire, dude, sans voir ça. Ça, tu penses ça que c'est c'est tout yeah, like ça c'est sur la Netflix, Amazon Prime. Netflix est en train de vraiment pousser ça. Yeah, non, vous pouvez faire beaucoup avec Edward Bernays. Parce que le grand enfant de Edward Bernays, c'est le chef fondateur et contrôleur de Netflix. C'est tout un monde qui est pas réel. Tout le Ouais, monde de Hollywood, de Netflix, de tous les productions comme ça, c'est tout créé pour donner une perception basée sur des it's showmanship. Et il utilise des experts, comme il l'a fait avec COVID ou le réchauffement climatique, qui pensent pour vous. On ne sait pas c'est quoi vraiment la base de les décisions de les experts, mais les experts sont les experts. D'abord, on doit les croire. Et regarde, dans ce documentaire, cet expert parle si they're so convincing avec ce qu'ils disent. Il utilise des grands mots, mais c'est où la vraie base de leur science qui dit c'est une science? Beaucoup mais de c'est la ça, c'est physique. fabriqué. C'est la physique. Well, physics is different. Physics, Ben non. physics, c'est réel. Physics, on peut découvrir, mais de dire c'est la Ben oui, physique, c'est ça. mais il n'y a pas Ben oui, une physique. Il y a des différentes opposants il y a une points de vue physique. de quoi la physique. Ouais, mais Il y a tous les, ces il y a points de les vue-là, physiques. c'est des points de vue sur la même physique. Il y a juste une Oui, mais physique qui gère il y l'univers. a des Right? points de vue de physique qui sont fausses. Comme, Ben, exact. Exact. Puis là, yeah, comme présentement, Niels Bohr, si tu regardes Niels Bohr, le fondateur de la quantum physique moderne, son physique est fausse. C'est un mensonge. Il sache que c'est un mensonge parce que c'est basé sur l'idée qu'il n'y a pas de causalité et le seul outil qu'on a comme des humains pour découvrir l'univers, c'est la probabilité statistique. ouais. Mais c'est Et pour ça que il a Oppenheimer, construit une cosmologie sur cette fondation. Mais ça, c'est pas la vraie physique. Il a découvert rien. Là, il y non, a aussi des gens qui ont fait des découvertes. Mais c'est mais ils utilisent ben, les mêmes mots, mais c'est pas la même physique. Une est réelle, une est fausse. exact. Mais c'est pour ça, dans ce temps-là, justement, David Bohm, pas Bohr, mais Bohm, lui, Oppenheimer, il disait il faut tout faire pour que David Bohm n'ait aucun. Tu sais, Oppenheimer, il contrôlait les institutions scientifiques aussi, là. Dans ce temps-là, il était rendu tellement big, puis lui, il voulait pas que quelqu'un comme David Bohm, il puisse avoir du temps d'antenne puis que ses idées soient appréciées. David Bohm était lui qui faisait le pont entre l'Inde, l'Orient, justement, l'aspect magnétique féminin et l'aspect électrique masculin scientifique occidental ici dans ses idées à lui. C'est pour ça que si on fait juste, puis en tout cas bref, parce que là, on arrive à la fin de l'énergie, mais à la fin du show, et c'est super cool, là, mais j'aimerais ça en fait te poser une dernière question pour te laisser conclure le truc, puis avoir vraiment le fond Well, look, de dude, ta man, pensée. vous avez quand David Bohm m'a dit qu'on doit unifier la science de l'Est Non, et il de n'a pas dit l'Ouest, ça, il le faisait, il rencontrait, je me souviens plus du nom, là, mais il rencontrait souvent un yogi indien qui était ici, puis il parlait là-dessus, puis il y avait des dialogues en fait positifs, un peu comme mettons Rudolf Steiner, pas Rudolf Steiner, mais Morphogenetic Fields, voyons, yeah, I know what you mean. putain. En tout cas, on sait de qui qu'on parle, là. Mais dans le sens que lui, il travaillait sur les deux pans. En fait, lui, il était dans l'unification de la physique. Il était dans la physique unifiée. Parce que pour lui, le quantique était pas juste confiné au microscopique. C'était quelque chose qui représente l'univers aussi. Mais peu importe, en fait. Moi, Look, je veux te... la vraie science la vraie science que l'oligarchie a supprimée. Je viens d'écrire un livre sur le Science Unshackled, Restoring Causality dans un monde de la chaos. Ouais. Les mondes peuvent l'accéder sur mon site web, mais le point que j'essaie je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton... le point, c'est qu'il n'y a pas une différence entre, comme dans la vraie science, l'aspect féminin et masculin, c'est déjà toujours ensemble. L'idée de l'émotion et l'intellect travaillent ensemble en harmonie. C'est toujours le cas.
soit dans les découvertes de Kepler, les découvertes de Leibniz, les découvertes de Huygens ou Bernoulli ou Max Ah ouais? Planck. C'est toujours une Ça, c'est inspiration l'alchimisme, ça. des deux. Oui, Ça, c'est et on dit ça l'alchimisme. aussi dans les meilleures pensées de la science en Inde, de Bal Gangadhar Tilak, qui a découvert les phénomènes astrophysiques qui est incroyable dans le 19e siècle, qui a été supprimé. Mais c'est pas qu'il y a une science de Occident et une science d'Orient et une est masculine, une est féminine. C'est juste que c'est intégré Mais c'est au avec même, la cité. Oui, c'est de la même façon que tu parles mais ça, c'est de la politique, le transatlantisme, mettons, tu sais, je veux dire, on pourrait dire, il y a juste une politique au monde, c'est de la politique, mais je veux dire, il y a clairement des groupes, et puis il y a clairement des visions différentes de travailler l'univers. Puis à il y a certains des moments, oligarchies il y a des oligarchies dans toutes les différentes régions de la planète. il y a des paradigmes dominants différents ça peut Oui, être nord-sud, ça peut être orient-occident. C'est juste, tu sais, c'est mais arbitraire les mais mots. il y a Mais juste, exact, ben, les vraies c'est découvertes arbitraire, que mais je c'est veux réel, dire, right? Ça les correspond vraies au système. découvertes, les vraies découvertes que l'humanité a été fait par des mondes qui ont été intégrés moralement, intellectuellement, comme des créateurs et chercheurs de un univers qui a une qualité d'unification qui nous donne le pouvoir de faire des découvertes et de transformer nos comportements en harmonie avec ces nouvelles découvertes et une Ouais. liberté de euh, créer des nouvelles inventions et technologies et qui a une même qualité de, de action mentale et spirituelle. C'est pas la même action, mais c'est la même qualité, le même processus qui est tout intelligible et enseignable. Et ça, c'est qu'est-ce que l'oligarchie a fait beaucoup de travail pour détruire une compréhension de cette forme et structure de une pensée créatrice de cette catégorie qui nous laisse raisonner avec l'univers dans cette façon. Et il utilise la superstition et les mysticismes pour cacher la vraie structure de ces pouvoirs de découverte. Et ça, c'est qu'est-ce que mon point dans mes livres, dans mes écritures, dans tout ce que je fais, c'est d'essayer de rendre intelligible ce processus-là qu'on peut tous faire des découvertes nous-mêmes et partageant et appliquer ces découvertes, ça devient un concept universel. So, c'est pas Est, Ouest, Occident, Orient, féminine, masculin. C'est pas vraiment ça. Ça, c'est des différents moyens de obscurer la réalité de les découvertes que les femmes, les hommes peuvent faire si on est libre et capable de nous diriger hors d'une oligarchie qui nous manipule avec le mysticisme et Steiner et tout ça. Ça, c'est des façons pour nous renverser hors d'une une orientation potente. Mais je veux dire, là, je ne veux pas ouvrir trop une grosse parenthèse, mais tu es d'accord qu'il existe une différence entre la science, dans la physique, entre l'électricité et le magnétisme. C'est ces deux effets différents, observables, qui sont pas la même chose. C'est différent. Tu es C'est d'accord avec ça, différents je veux dire? aspects de la même chose. C'est différents aspects d'une chose. Exact, exact. Mais c'est des aspects de la même chose. Exactement, exactement. Donc, il y a une physique, il y a juste une physique qui peut être Yeah. observable par différentes façons. Et le magnétisme et l'électricité sont deux façons dans lesquelles l'énergie bouge dans l'univers, mais qui sont différentes, mais c'est deux pans de la même chose. Mais objectivement, c'est deux choses différentes, observables, mesurables, répétables. Le magnétisme, donc c'est le rond, c'est l'aspect féminin de l'énergie. Oui. Et l'électrique, c'est Non, la mais tu peux droite, pas c'est le comprendre spectrum. l'une sans l'autre. Mais c'est Tu pas peux ça que pas je dis. C'est pas vraiment, ça que je dis. honnêtement, comprendre Non, mais une on est sans l'autre. d'accord, Matt. C'est ça que je dis. Je dis que c'est la même. C'est deux pans différents. C'est comme le corps humain. Le corps humain, Oui, mais t'as je veux la dire, quand colonne. tu as dit comme les enfants sur les documentaires que tu as vus sur Netflix ou whatever, qui peuvent lire sans Ben, c'est pas, utiliser leurs yeux, et tu m'as dit que la science prouve ça. Moi, je dis, ben, quelle c'est pas ça, science? c'est pas ça les mots que j'ai dit. Ben, en fait, mais c'est ça, OK. mais c'est la physique unifiée. Mais c'est qu'il faut mettre Voilà. ensemble. C'est quoi la science? C'est quoi la science que Non, vous dites la- existe pour supporter les faits de les enfants qui peuvent lire sans avoir, qui ne voient pas les pages qu'ils lisent? C'est ben, la c'est science. l'éther. Ben, c'est parce que C'est c'est quoi? l'éther. L'éther. The ether. Le whatever, appelle ça le Ça, zero c'est point pas ça. field. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose.
Mais ça, Ouais. c'est pas une raison. Mais la Je te science, demande, c'est quoi la science qui décrit? c'est Comment le, on peut le faire? ben, ils le font écoute, c'est parce que là, il faudrait aller dans beaucoup OK. de détails. Si tu te Mais, demandes pourquoi est-ce que l'avion, ça vole, et tu me dis, oh, c'est l'ether. Ça vole parce que l'ether. Ça, c'est pas non, vraiment une c'est pas réponse, ça que je dis. right? C'est So, pas je ça te que je demande, dis, là. comment est-ce que... Si tu veux et c'est parce que je veux pas rentrer dans un débat de ça, puis là, on est à la limite du temps là, que tu m'as offert généreusement d'ailleurs. Fait on pourrait aller vraiment plus OK. loin là-dedans, mais moi, en fait, parce que c'est clair là, qu'il y a des choses mesurables, répétables dans ces dimensions-là, mais euh, ce serait très long, en fait. Mais je veux te demander, en fait, pour voir jusqu'où tu vas, quand tu disais tantôt la magie versus la science, moi, mettons, ma perspective là-dessus, c'est un peu, des gens comme Elon Musk ont dit ça aussi et d'autres avant. Donc, tout ce qui est magique, c'est de la science qu'on ne comprend pas encore. Donc, dans le sens que, tu sais, ce qu'on ne comprend pas, donc l'aspect où est-ce qu'on ne voit pas la cause, c'est parce qu'on n'a pas encore compris le principe de comment quelque chose marche et on a l'impression que c'est de la magie. Donc, mais une fois qu'on le comprend, comme un cellulaire, right, si tu retournes là 250 ans, ça avait l'air d'être un magicien qui arrive avec un truc magique, puis que tu peux voir quelqu'un à l'autre bout du monde, puis les gens avaient aucune idée c'était quoi un cellulaire, un iPhone, right? Mais ça avait l'air de la magie, mais c'était de la science qui n'était pas comprise à ce temps-là. Donc, les choses magiques, comme mettons l'astrologie, mais exemple, les gens s'imaginent que c'est de la magie, tout ça, mais quand tu comprends que tu as un champ électromagnétique avec chaque planète qui influence, comme le Soleil a un champ, ben la Lune a un champ aussi. La Lune tire l'eau. L'eau, c'est la médiation de l'électromagnétisme, c'est l'eau. Fait qu'il y a quand la Lune passe en quelque part, ben le champ bouge sur la Terre, puis ça crée des lignes telluriques, puis c'est les lignes d'énergie principales sur la Terre. Fait que si tu as une église construite en quelque part à une intersection de champs énergétiques, ou si tu la construis ailleurs, ben, tu vas pas avoir la même vibration, résonance quand les gens vont chanter dans l'église. Et donc, tu n'as pas le même impact sur l'éther, qui est les fluctuations de l'énergie autour de toi. Donc, c'est ça la science. C'est juste de voir tout en faire. C'est juste que, oui, et ça, c'est une bonne philosophie en C'est pas général, une mais philosophie, c'est de la physique. non, c'est une observation de la réalité, ce qui est bon, mais c'est simple, et la simplicité peut Oui, c'est être une simple. place où les gens deviennent stupides aussi. Maintenant, c'est le rasoir de Caen. Parce que il y a parce Occam's que Razor. non, Occam is not ça c'est pas une base de the simplest answer, c'est pas toujours la bonne réponse non plus. OK. Non. Des Ben fois, non. des choses Toujours. forcent un peu de penser. C'est pour ça que les gens deviennent stupides, parce qu'ils croient dans Occam's Razor. Ils doivent faire plus de travail pour regarder la nuance aussi, pour essayer de comprendre que les choses sont des fois complexes. Ils sont compréhensibles, mais ils sont complexes. Mais Occam's Razor la magie, comme je l'ai dit, il y a dans la science, mais Occam's Razor ne dit pas qu'il n'y a pas de complexité. Là. C'est pas ça la définition du rasoir de Occam's Caen. Razor a dit que la meilleure réponse, la bonne réponse est toujours la plus simple. Maintenant, Non, c'est pas ça. Non. C'est la meilleure théorie, c'est celle-là qui a le moins de présupposés avant. Donc, si tu es obligé d'avoir 8 variables pour qu'une théorie marche, mais que dans l'autre, tu as juste 2 variables inconnues, donc celle-là est plus élégante, elle est plus simple, tu as moins de présuppositions. Donc, le rasoir de Caen dit que c'est celle-là qui va, si tu décris les mêmes phénomènes. Right? Oui, mais si tous les le même pouvoir prédictif. Mais si toutes les options des théories que vous avez pour jouer avec sont tout également fausses, parce qu'ils partagent dans les mêmes concepts fraudulents ou fausses, des axiomes fausses, comment est-ce que tu choisiras entre le moins ou plus simple non, mais si ont tout partagé dans la même fallacie? S'ils sont fausses, ils ne marchent pas. S'ils sont fausses, ça veut dire qu'ils ne sont pas scientifiques à la base. Ils peuvent marcher, ils peuvent te donner un effet, mais ils ne sont pas probablement vrais. Il y a une différence entre un effet, mais la vérité, c'est pas la même chose. On a vu ça avec avant Kepler. Tu avais les théories de Tycho Brahe et Ptolémée et Copernicus qui avaient tous les mêmes erreurs de pensée axiomatique, mais une était moins, une était plus simple. Il y avait tout une application utile pour prédicter les apparences de la planète dans le futur, mais ils ont été tout également fraudulents parce qu'il y a tous des mêmes assumptions pas examinées. Que Kepler était capable sans avoir de bonnes visions, mais il était capable de faire les découvertes que les autres n'étaient pas capables de faire.
So, il y avait quelque chose hors de Occam's Razor qui Kepler avait été capable d'utiliser. Si c'était juste Occam's Razor, il sera avec Copernicus, mais il n'était pas pour Copernicus. So, il y avait quelque chose de plus correct. Mais je comprends. So, mon point, c'est pas ça que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est vrai, ça c'est toute la nature, ça c'est la réalité. Mais s'il y a quelque chose qui est irrationnel parce que si on est capable de faire des découvertes, ça veut dire que l'univers est créé dans une façon raisonnable et intelligible, qui a une harmonie avec notre intelligibilité et raisonnabilité qu'on a subjectivement comme des créations de l'univers, une expression, right? As above, so as below. Maintenant, si quelqu'un me montre quelque chose qui n'est pas raisonnable, basé sur les pouvoirs de raisonnement, que tout simplement quelqu'un me dit que je peux devenir une hippopotamus basé sur la logique quantum physique. Statistiquement, c'est pas impossible que je peux devenir une hippopotamus mauve qui saute d'une chambre à une autre avec mes alignements de mes électrons et mes atomes avec la mûre. Ben, il peut dire ça statistiquement, mais c'est irrationnel. Je peux dire que vous êtes soit malade, en erreur, whatever. Et si quelqu'un le fait, il dit « Hey, regarde ça, j'ai vu ça sur un documentaire. Quelqu'un est devenu une hippopotamus mauve qui est sorti des pass through a wall. Regarde, c'est passé. » Moi, je peux dire « OK, that was you've been fooled, you know? It was an illusion. So stage magic, Houdini. » Ben, c'est clair, mais je veux dire, ça dépend. Moi, ce que je fais rendu là, c'est que tu fais OK, tu as le point qui est le documentaire, mais après ça, y a-tu des gens qui étaient sur place? Y a-tu des gens qui l'ont vu? Puis c'est-tu reproductible? Donc, c'est ça, il faut que ce soit reproductible. Ouais, mais ça, c'est la chose. Quand vous regardez le CIA Stargate Project, ce que je vous dis, c'est que les gens qui contrôlent ça, c'est les mêmes gens qui veulent te tuer. C'est Lawrence Rockefeller, c'est les scientologues de Crowley qui font ça, you know? C'est possible. Tu peux dire, I call bullshit. C'est ton choix de recevoir des mensonges ou non, mais les gens qui le poussent veulent te tuer. Ils veulent, comme, ça c'est vrai, tu peux prouver ça. Lawrence Rockefeller et tous ces oligarches, c'est les autres qui sont en arrière de toutes ces productions. Des télépathies. On est clairement d'accord. On est clairement d'accord sur le point qu'il y a des oligarches, puis on en a parlé pendant toute la série. Moi, j'en ai parlé. Mais on n'est vraiment pas d'accord du tout. Vous avez vraiment quelque chose que je dis, c'est sérieusement un problème qui est sérieux. Ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai dit, on est clairement d'accord sur le fait qu'il y a des whatever, oligarches, appellent ça des pouvoirs sacrés, tout ça, qui n'ont pas notre bien à cœur et qui font des actions pour pouvoir nous diviser, puis probablement qu'il y en a dans ça qui veulent de la dépopulation, clairement, et tout ça. Ça, c'est clair. On est d'accord là-dessus. Sur le reste, ben non, on n'est pas d'accord, mais c'est super intéressant, parce qu'il y aurait, moi, en tout cas, ça va me permettre de réfléchir à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Fait en closant, Mathieu, toi, est-ce que y a-t-il une place à la magie, en fait, dans tout ça, à quelque chose qui est inconnu, qui est réel, ou tout ce qui a des auras, des impressions de magie et tout ça, qu'on comprend pas? Y a-t-il des choses, en fait, pour toi? Donc, dans le sens, comment est-ce que je peux formuler ma question? C'est, est-ce que, selon toi, la vision de la science que tu as, en la développant, donc de ce que tu vois dans ton analyse à toi, est-ce que ça nous amène vers un endroit qui, aujourd'hui, on pourrait penser que c'est de la magie? Est-ce que tu vois un développement scientifique de quelque chose qui est à la limite magique, en fait, selon comment tu vois ça? Parce que moi, c'est ça que moi, je dirais que la vie, c'est magique. Statistiquement, c'est impossible avant l'apparence de la vie sur la Terre. C'est impossible de prédicter que la vie sera quelque chose qui existera dans une forme matérielle au moins, quand c'est juste des roches, you know. So, l'existence de ces processus transcendantels, l'existence de la vie qui a une conscience, la vie qui se bouge hors de l'eau, la création de la chlorophylle, tous ces choses sont statistiquement impossibles dans le système avant qu'il existait. So, dans ce cas-là, chaque découverte qu'on fait, l'existence de l'être humain, le fait qu'on peut améliorer notre qualité de vie quand on fait des découvertes de la création
et on se dirige avec la libre arbitre en conformité de ces lois de l'univers. C'est un miracle à mon point de vue. Ça, si tu veux le dire que c'est la magie, ok, mais pour moi, c'est miraculeux. On vit dans un univers électromagnétique. Mes émotions changent mes réseaux magnétiques. Je peux utiliser pour me améliorer la qualité de vie, ma santé. Si je ne suis pas contrôlé par les politiques de Rockefeller dans la science médicale ou dans l'école, tu peux, on est des instruments de Dieu. Je vois ça vraiment. Et si tu veux, comme j'avais dit, dire que c'est une magie, ça c'est une sémantique, mais je vois que tout est un miracle dans ce sens-là. Nice. Ben écoute, on est clairement d'accord sur ce point-là aussi. Fait que ça va être un bon point pour clore le truc sur un point, 2 points d'accord en fait là-dessus. Mais je suis curieux de voir où est-ce que tes recherches et puis tes travaux vont t'amener dans le futur par rapport à tout ça. Parce que moi, je trouve ça fascinant et moi, ça me permet de me remettre en question beaucoup de la façon que tu as amené ça ici puis avec les questions que je t'ai posées. Fait que je veux te dire merci. Merci aussi d'avoir accepté de revenir après tout ce temps-là et même en réaction à l'épisode que j'avais mis, je trouve que je pense, en tout cas, j'ose espérer que ça va apporter des bonnes réflexions aux quelques personnes là, qui vont regarder ça. Cher Matt, merci beaucoup. Toi, est-ce qu'on est encore, pareil comme dans le temps, risingtidefoundation.net et canadianpatriotreview.com.org? C'est canadianpatriot.org. Mais le risingtidefoundation.net, c'est parfait. Ouais. Toujours là, excellent. Et tu fais encore des séances, je ne sais pas si c'est encore à toutes les semaines, mais presque à toutes les semaines, où est-ce que les gens peuvent s'inscrire, venir écouter des invités toujours, et puis s'instruire avec toi, et puis justement leur faire favoriser les belles valeurs, si on veut, que tu essaies de mettre de l'avant. Est-ce que tu as d'autres projets à promouvoir pour le court terme pour cet été, 2024? Oh, beaucoup de projets. Ma femme et moi, on est en train de faire 2 séries de vidéos, une sur la science et pourquoi il n'y a pas de limite aux croissances de l'humain quand on est moral et créatrice. Ça, ce sera comme 8 épisodes. On a déjà fait 2. On est en train de faire le 3e. Il y a aussi une série de 8 ou 9 épisodes sur les mains cachées en arrière des UFOs, the hidden hand behind UFOs. On a déjà fait 2 épisodes sur ça. Nous allons avoir environ 8 ou 9. Et il y a plusieurs d'autres projets qu'on fait parallèles à ça. Ouais. Tu fais-tu encore des petites traductions français? Je sais que tu en avais fait quelques-unes il y a 1 an ou 2 ou pas vraiment présentement, puis c'est juste en anglais. Oh oui, oui, je paye des gens des fois de temps en temps un petit peu quand je peux pour faire des traductions en français, mais c'est difficile logistiquement. Mais s'il y a des gens qui entendent cette discussion ici et qui veulent donner leur temps, appelle-moi, je peux vous utiliser. Ouais, c'est ça. Bon, excellent. Cool, Matt. Ben écoute, un immense merci. Beaucoup de matière à réflexion pour moi là-dessus. J'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va m'amener dans le futur. Et puis, sur ça, tout le monde, c'était le podcast dans le franc des yeux. Le grand retour de Matt Ehret pour la série Le Québec en quarantaine. Et puis, revenez la prochaine semaine pour une autre vidéo. Merci à tous. Ciao. Merci, Matt. Super cool. Ciao. Bye. That's it, tout le monde. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode qui a tourné finalement en espèce de semi-débat? Mathieu qui est venu avec vraiment l'intention de pouvoir vous parler, en fait, vraiment à vous ainsi qu'à moi, bien sûr, sur comment est-ce que lui percevait tous les dangers, c'est ça, du piège ésotérique, comme je vais avoir appelé l'épisode. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de ça ici. Je l'ai écouté 2 fois, en fait, avant de faire la mise en ligne et je reste un peu confus par rapport à des points que j'essayais d'aborder avec Matt vers la 2e partie de l'épisode, là, quand j'ai commencé à parler un petit peu plus et interagir. J'ai l'impression qu'on a parlé en parallèle l'un de l'autre et qu'on ne connectait pas vraiment sur où est-ce qu'on avait le potentiel d'aller ensemble là, pour essayer de construire et de mieux comprendre les critiques et ce que moi, j'essayais de finalement de rapporter face à ces critiques.
Et donc, entre autres, des choses que je ne comprenais pas tant de comment il abordait ça, c'est la question quand j'essaie de parler, mettons, de magnétisme. Donc, électromagnétisme, donc j'essaie d'apporter l'aspect féminin. Donc, tu sais, c'est des archétypes, mais l'aspect féminin du magnétisme. Et là, il me ramenait toujours au fait que c'est juste une chose, on ne peut pas séparer les deux. Mais en même temps, au début de l'épisode, il a passé peut-être 10 minutes à nous parler de la main droite, la main gauche, finalement, qui amène le point positif absorbant des religions cultistes féminins et en même temps qui créait une autre association, toujours les mêmes années, masculine également. Donc là, je comprends pas parce que là, c'est la même chose, finalement, c'est la même chose, mais on peut séparer les deux en féminin et masculin. Donc pourquoi, si moi je parlais de magnétisme versus électricité, là, il n'acceptait pas la séparation des deux. J'ai pas compris ça. C'est comme un peu, dans ma perspective, si Matt Ehret défendait mettons par rapport au discours woke, de dire il y a le sexe, il y a les hommes et les femmes. Puis là, je disais, tu sais, il y a deux sexes, il y a les hommes et les femmes, tu es d'accord avec ça? Puis là, c'est comme si lui, il me disait, non, non, il y a juste le sexe. On peut pas, tu sais, c'est juste la même chose, c'est juste le sexe. Je suis comme, oui, on est d'accord. Mais à partir du moment où est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a le sexe et il y a juste l'électromagnétisme, suite de ça, il y a des composantes sous-jacentes qui sont la gamète femelle, la gamète mâle, et ça va ensemble pour créer le sexe. Donc, l'électromagnétisme, c'est la même chose. Tu as l'aspect magnétique et tu as l'aspect électrique. Et finalement, c'est la même chose, les gamètes, en fait. Donc, la gamète masculine, c'est la gamète électrique, puis la gamète féminine, c'est la gamète magnétique. Mais donc, genre de choses comme ça. Ça m'a fait penser, en fait, finalement, sans trop m'étendre là-dessus, ça m'a fait penser, si vous avez écouté, j'ai fait 4 épisodes pilotes d'un show pour le fun que j'appelle Obstination. Je me disais, le Québec, une nation qui est capable de s'obstiner à défaut de ne pas être capable de débattre. Et là, moi-même, je me mettais dans une position avec 4 invités. Et le deuxième épisode, c'était Stéphane Hamel de la chaîne En toute franchise, en co-animation avec Amélie Paul. Et voyez-vous, dans cet épisode-là, j'avais écrit dans les commentaires sous la vidéo YouTube à Stéphane directement. Euh, En tout cas, j'avais l'impression qu'on parlait un peu en parallèle. Stéphane était venu, mais il parlait plus à François Amaléga ou pour défendre sa position face à François Amaléga que d'adresser directement mes arguments, qui est venu adresser dans les commentaires un petit peu plus précisément après. Donc, j'ai l'impression ici que c'était un peu la même situation que Matt voulait plus vous parler à vous, puis clarifier vraiment tout ça plutôt que de retravailler les idées après ce que moi j'essayais de faire pour essayer d'approfondir un peu la question. Fait que, puis l'autre point, ben, j'étais vraiment pas prêt. En fait, j'ai été très surpris du ton un peu plus débatif ou combatif même de Matt dans cet épisode-là. Je n'étais pas prêt à ça du tout. J'avais mon chapeau de podcasteur, donc plus en mode entrevue, écoute, et puis à la limite, échange plus relax et tout ça. Donc, j'avais pas mon chapeau d'obstineur, si on veut. Fait que sinon, j'aurais probablement amené ça différemment. Fait que voilà, mais c'était super cool en fait, bien intéressant. J'adore ce genre de ton-là, d'échange, puis c'est resté quand même super cordial malgré tout. Et après aussi, mais c'est le fun de le savoir en fait, c'est ça l'affaire. Moi, je travaille toujours avec l'idée du euh, consentement éclairé et informé, voilà. Fait que si j'avais été plus dans ce mood-là, ça aurait été différent probablement. Donc, j'ai beaucoup parlé beaucoup trop longtemps, hein, mais sur ça, pas mal ça, that's it. J'espère que ça vous a fait plaisir pour ceux qui ont suivi la série Le Québec en quarantaine d'avoir un nouvel épisode avec Matt, d'avoir son point de vue sur le piège de l'ésotérisme. Et dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît, parce que moi, bien sûr, je ne suis un humble personne sans formation, avec juste des opinions et son expérience, qui fait juste s'intéresser pour le plaisir à la métaphysique et à la physique. Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que j'avais tort de tenter de répliquer à Matt dans mes idées et puis d'essayer d'aller un peu plus loin là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment juste la manipulation de ces idées ésotériques-là et qu'il n'y a pas de physique en arrière qui soutient le tout? Ou est-ce que vous voyez que vous auriez aimé ça peut-être aller plus loin dans l'idée d'analyser un petit peu plus les principes physiques de comment fonctionne vraiment le voyagement et le bougeage de l'énergie dans l'univers tout autour de nous, tant dans le monde visible qu'invisible? Alors laissez-moi savoir ça pour ceux qui ont écouté la série. Je serais curieux d'avoir votre input et voir qu'est-ce que ça vous a dit tout ça, si vous appréciez ce que je vous ai apporté aujourd'hui ou non. Fait que that's it tout le monde. Sur ce,
Ça a été un honneur de pouvoir vous apporter cet épisode-ci et on va faire au moins un autre épisode de podcast rapidement et après ça, bon, on verra qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est le printemps puis tout. Puis à un moment donné, quand c'est pas ta job, ben, il y a d'autres choses à faire dans la vie, mais on reviendra peut-être dans le futur si jamais on prend une autre pause. Sur ce, on vient de passer l'équinoxe du printemps. Fait que je vous souhaite bon printemps, bon début d'été à tous. Prenez le temps de prendre du soleil pour structurer votre eau interne avec les rayons infrarouges qui vont pouvoir vous aider à créer de l'eau structurée et d'avoir plus de gel intracellulaire dans vos cellules. Commencez-vous à faire des recherches là-dessus un peu, la structure de l'eau. Pseudoscience, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est le piège ésotérique. Bref, je blague, bien sûr, il ne faut pas mélanger toutes les choses. Évidemment, Matt il disait qu'il était beaucoup pour l'électroculture, la permaculture, et tout ça est en cohérence avec la science de l'eau, bien sûr, à ce niveau-là. Fait que, Matt, encore une fois, mille merci pour ta présence. On t'apprécie à l'infini, mon cher. Bonne poursuite. Et pour tous les autres, n'oublie pas, arrêtez d'essayer de changer le monde à l'extérieur, de crier après tout ce qui ne marche pas bien, tout ça. Le monde change à partir de ce qu'on change à l'intérieur de nous-mêmes. Fait qu'oublie pas, change-toi, change le monde. Ciao.